vous ai dit tout à l'heure, donc elle fait des recherches au Conseil national de recherche à Milano, c'est ça. Mais elle s'occupe de géo-héritage, donc, et elle va nous parler plutôt du nord de l'Italie, concernant toujours donc de la mise en valeur pour le géotourisme ou pour ce qu'on appelle le géo-héritage. Donc à vous la parole, 20 minutes. Bonjour, merci de nous avoir invités ici. Et maintenant, on va à la montagne. On est en Italie, dans le nord de l'Italie, on va dans les Dolomites. Même là, on n'a pas le désert, mais on a des lieux qui sont des lieux où le monde cherche d'aller vers la ville à travailler, parce que là, vont rester seulement les vieux. Alors, là aussi, on a des problèmes. Le problème de l'abandon du territoire. Alors, ici, je veux présenter des expériences qu'on a fait en Italie. Et je vous montre des montagnes maintenant, mais pas seulement des montagnes. Et avant de présenter mes expériences, je veux réfléchir sur la signification d'aucun mot. Alors, le premier mot, c'est celle du paysage. Parce que quand on va parler de paysage, on va parler seulement de l'interaction, pas seulement du territoire, mais de l'interaction entre l'homme et le territoire. Et quand on parle de paysage, on va aussi parler de perception humaine et de l'interaction qu'on a entre la nature, la culture et l'évolution de le temps, de l'histoire, des traditions. Alors le paysage n'est pas seulement la nature, mais c'est la nature plus longue. J'ai beaucoup de slides, alors je cherche de marcher. Après, si vous avez des questions à me poser, je suis ici. Un autre concept très important est celui-là de la géoconservation. Celui-là est important ici, mais chez nous, en Europe, est encore plus important. Parce qu'on a beaucoup de monde qui se bouge dans le territoire, on a beaucoup d'industries, on a beaucoup de tourisme, on a beaucoup d'argent, il faut dire ça. Alors, quand on va parler, oui, alors tout le monde vraiment se bouge en masse. Et il fait beaucoup de... Il fait beaucoup de... va créer beaucoup de problèmes pour le territoire. Alors, quand on va parler de géoconservation, nous devons penser, nous devons réfléchir sur le fait que nous, surtout nous qui sommes les scientifiques, nous avons une nouvelle responsabilité pour l'utilisation de la ressource de la Terre. Et c'est à nous de communiquer que ce qu'il y a maintenant doit être bien très protégé et bien connu pour être laissé aussi à nos fils, aux fils de nos fils, etc. Alors, il faut avoir une nouvelle gestion des éléments géologiques et souligner toutes les caractéristiques scientifiques, éducatives, touristiques, culturelles, etc., même en utilisant les caractéristiques scénographiques, parce que ce sont elles les choses les plus importantes pour communiquer le paysage. Et si on va parler de géohéritage, de géosite et géomorphosite, et on va à la présentation de mon collègue. Il faut toujours réfléchir sur cette chose, que le géohéritage est une ressource qui n'est pas renouvelable. C'est-à-dire que nous devons penser à la préservation pour les générations futures, et nous devons aussi tenir compte de la société pour installer une politique aussi avec les administrateurs locaux pour conserver tout ce qu'il y a et le rendre le plus appétible, le plus intéressant possible pour qu'il y a quelqu'un qui va utiliser de l'argent pour le rendre plus beau, plus stable dans le temps. La géoconservation est très importante pour l'éducation environnementale, pour du paysage. Et si on parle de géoconservation, on peut aussi penser au concept de géotourisme et de géohéritage. Quand on parle de géohéritage, on peut dire des choses, des concepts qui sont importants, je pense.
C'est-à-dire les géosites et les géomorphosites, avec leur contenu, soit matériel, soit immatériel, soit naturel, soit culturel, historique, etc., représentent des sites d'une immense valeur scientifique. Et ils sont très importants parce qu'ils doivent être conservés, mais ils constituent aussi des lieux où on peut avoir un incrément de ressources économiques, parce que si on a un paysage avec des choses qui sont particulières, ceci sont les trois cimes di Lavaredo dans les Dolomites qui sont fameux dans le monde entier. Il y a des Américains, il y a des Australiens, tout le monde va les voir, parce qu'il s'agit d'un géosite qui est très important, et ça c'est important parce que le monde utilise l'argent, on a la société qui s'organise, et toute l'économie locale va vivre autour de ce lieu-ci. C'est vrai. Après, on parle encore de tourisme durable et intégré. Ici, on a une définition, mais moi, je ne perds pas le temps avec la définition que tout le monde connaît, et je veux souligner ça. Quand on va parler de géotourisme, c'est une forme de tourisme qui prend également en compte les populations. Il s'agit d'un tourisme qui est très important pour la population locale, qui prend la diversité culturelle, parce que le touriste qui fait le géotourisme ne veut pas trouver les hôtels légaux dans l'Italie, dans l'Autriche, dans la Tunisie, ou la cuisine égale, etc. Et il s'agit d'un tourisme qui est contraire à la globalisation. On peut dire comme ça. Encore, il s'agit d'un tourisme qui soutient l'économie locale, parce que moi je viens ici et moi j'ai beaucoup apprécié le porte-dossier que vous avez donné, parce que moi je retourne en Italie, je dis là ils ont fait ça, c'est pas une chose en plastique que je peux trouver à Milan, à Rome, etc. Alors il soutient l'économie locale parce que vous avez fait ça ici, avec une valeur très importante. Et après, qui défend l'idée que le tourisme est pour tous, parce qu'avec le géotourisme, je ne vais pas dans un hôtel à 4-5 étoiles, mais en Italie, en Europe, on a les B&B, on a les citoyens qui ont un petit appartement plus à la portée de la société, non? On peut aller acheter le pain et les choses et faire de la cuisine, aller dans le restaurant local, etc. Ici, on a une image de la montagne et on va voir qu'ici, on a le désert, on a le calme, on a la désertification. Dans la montagne, on a en hiver des situations comme ça, avec beaucoup de neige. Et les vieux vivent ici. Les jeunes ne peuvent pas vivre ici parce qu'ils doivent aller à travailler, les enfants doivent aller à l'école. Alors ils vont vers la ville, ils ne restent pas ici. C'est pour ça que j'ai choisi cette image. Et alors, le géotourisme est essentiel pour protéger l'environnement, mais surtout, le géotourisme atténue la pauvreté sous toutes les formes et va réduire l'inégalité. Il s'agit de concepts qui sont très importants, je pense, dans la montagne, mais même ici. Et encore, le géotourisme combat le changement climatique, c'est pas vrai, totalement. C'est-à-dire, avec le géotourisme, je ne peux pas arrêter la désertification. Oui, mais tous les scientifiques du monde se peuvent mettre comme ça et dire, ben maintenant, on va choisir la méthode contre la désertification. C'est pas possible. On ne réussit pas. Mais on peut penser à des ressources pour utiliser la désertification comme source du géotourisme, pour faire vivre les populations locales maintenant. Et encore, le géotourisme peut être aussi un moyen pour promouvoir la paix, parce que le géotourisme n'a pas les confins entre les États, et oui, c'est un moyen pour promouvoir la paix. Et on va parler de ça peut-être avec l'autre présentation. Bien, si je continue. Alors, pour faire du géotourisme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut analyser le territoire avec une approche holistique, c'est-à-dire on va prendre tout. On va prendre la géologie, la géomorphologie, le paysage, la nature, la cultivation, la tradition, tous les biens matériels et immatériels, c'est tout.
il faut penser à la vulgarisation, c'est-à-dire pas seulement la vulgarisation à l'extérieur, mais aussi la vulgarisation à l'intérieur, parce que c'est la société. Il faut créer une identité sociale, c'est-à-dire que vous, les habitants de Douze, les habitants de Kabylie, de Tozeur, etc., doivent comprendre quelles sont les potentialités de leur territoire, de leur culture, de leur histoire, etc. Et après, il faut avoir des outils, parce qu'il faut utiliser, c'est facile aujourd'hui, on a les SIG qui nous permettent de mettre toutes les bases de données ensemble, de les surimposer pour analyser, pour obtenir soit des maps, mais aussi des bases de données très intéressantes qui font sortir des caractéristiques que peut-être elles viennent oublier si on va les laisser tout seuls. On a des bases de données qui sont différentes, qui vont à multi-échelle et multi-thématiques, et on peut les mettre toutes ensemble. Et après, on a aussi les WebSig qui nous permettent de voir ces données, de l'élaborer ici, mais aussi à Milan, mais aussi à New York, etc. Il faut aussi penser que quand on parle de géotourisme, de promotion territoriale, il faut penser à différents usages, c'est-à-dire pour l'éducation, pour la gestion, pour parler avec l'administration, mais aussi pour la divulgation pour tout le monde, pour ceux qui sont des culteurs de la matière, qui ne connaissent pas vraiment les choses. Alors, ici, je dis qu'est-ce que c'est le SIG, je pense que vous savez qu'est-ce que c'est le SIG, je peux continuer. La chose très importante est que si on va mettre toutes les bases de données l'une sur l'autre, ça c'est utile pour les planificateurs, pour les administrateurs. Et alors, on peut parler avec eux, avec toutes les données, et on peut faire des raisonnements de la gestion, de l'organisation du territoire. Et ça, après, peut nous donner des thématismes élaborés qui servent pour la vulgarisation du GeoHeritage. Le WebSig s'agit d'un outil analogue au SIG. Il s'agit normalement d'un outil qui nous permet de voir les bases de données élaborées avec les informations qu'on veut montrer dans tout le monde entier sans charger aucun outil, aucun software, simplement pour consulter les données on a décidé de mettre en ligne pour tout le monde et pour faire comprendre quelles sont les peculiarités d'un territoire. Une chose très importante est que quand on va mettre les éléments du GeoHeritage pour la promotion du tourisme, de la culture, de l'histoire des biens matériels et immatériels, il faut aussi ajouter des informations touristiques. Parce que il est nécessaire de dire, tu veux aller à Douze? Oui, bien, mais quels sont les hôtels à Douze? Comment on peut arriver de l'Europe en avion? Quelles sont les routes? Quelle est la saison la meilleure pour aller? Etc. Parce que sans cette information, celui-là qui est de l'autre bout du monde ne sait pas qu'on se bouger. Et je pense que si on va donner cette information, on peut avoir aussi beaucoup de géotouristes qui veulent vraiment connaître la société, pas qui arrivent avec 20 ans autour, Alpitour, je suis italien, je connais cela, mais c'est plus intéressant aussi pour le touriste. En Italie, on a fait beaucoup de choses pour l'intégration entre nature et culture. Moi, dans ce moment, je veux présenter deux projets. Un projet qui a comme objet le vin, parce que nous sommes italiennes, et pour nous, le vin, c'est comme pour vous, les dates. C'est la même chose. On va l'expliquer vraiment. Hein? Pour la culture, la cultivation, c'est la même chose pour nous. Et le vin devient un vecteur de communication pour nous. Les Américains vont voir la bouteille de Chianti et disent « Oh, le paysage de l'Italie, on va le regarder, c'est intéressant. » Ici, je mange le date et je pense à tous ces oiseaux parce que je les connais tous. Et ça fait 5 années que je travaille ici, je les connais tous, je les aime tous. Ok. Et après, on a un autre projet, un projet plus grand dans les Dolomites, dans lequel on a organisé deux typologies d'outils. Un outil pour tout le monde qui permet d'utiliser le smartphone pour voir les peculiarités d'une région, un autre
qui est plus scénographique, mais peut être utilisé aussi pour les administrateurs, pour l'analyse du territoire, etc. Alors, le vin, j'ai dit tout, et on a peu de temps, je vais. Ici, on a la cultivation de vin dans le sud de l'Italie, sur une maison. Et ici, il s'agit de l'image que j'ai trouvée au musée de Sousse. Ouais. Musée de mosaïque. Simplement, pour nous, le vin est le lien entre la terre, le paysage et le vin. C'est-à-dire, on lie entre la nature et la culture. On a le concept de terroir qui va prendre aussi les caractéristiques du terroir, du terrain, de la culture, des traditions, etc. Et avec le vin, nous pouvons faire la diffusion d'un patrimoine scientifique qui est très important. Nous avons fait une website qui s'appelle WineGIS, www.winegis.it, pour tous les vins de l'Italie. Celui qui est intéressé pour écrire le nom du vin, la région, le couleur, la typologie, etc. Et en italien, en français, en anglais, etc. On a une base de données alphanumérique. On a toutes les caractéristiques du vin, où il est cultivé, quelle est la couleur, quelle est l'odeur, quelles sont les caractéristiques, parce qu'on a des normes, on a des lois dans lesquelles chaque vin doit avoir des caractéristiques. Et après, on peut regarder la map en Italie. On a la position, on peut mettre aussi la map des altimétries reclassifiées, on peut analyser comme un GIS. Après, on peut aussi mettre la map des peintes, de l'exactivité. On peut ajouter aussi la carte de la physiographie. On a la plaine, on a les montagnes, on a les collines, etc. Il s'agit d'un projet très grand, italien, sud-italien complet, la carte de paysage. On a aussi la disposition de l'utilisation du sol, du Corine, projet international. On a aussi la lithologie, la géologie réclassifiée selon les qualités qui sont importantes pour le vin. Même ici, on a les dates différentes, non? On a des sols différents dans lesquels on a les palmiers de date. Et encore, on a les variables climatiques, le déficit hydrico de l'année, l'évapotranspiration et le surplus hydrique. Et voilà, ici, nous sommes dans les oasis. Alors, on a dit qu'il est essentiel de trouver un nouveau type de vulgarisation du patrimoine scientifique. Et voilà. Ici, on a des palmiers de date qui vont représenter le lien entre la terre, le paysage, et le lien entre la nature et la culture. C'est la même chose. Je continue avec l'autre projet. Ici, on s'agit d'un projet WebGIS géotouristique pour la valorisation du patrimoine naturel dans une grande zone de la montagne. Ouais. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Avant, on avait dit, si on va faire du géotourisme, il faut mettre le géohéritage et aussi les caractéristiques touristiques. Et maintenant, l'organisation des bases de données est celle-ci. On a le contenu historique-culturel, le contenu naturaliste, mais aussi les structures réceptives. Et encore, on peut après organiser des itinéraires historiques-culturels, géonaturalistes, etc. Ceci, c'est une image de l'organisation que j'ai ajoutée parce que Nabil m'a demandé ça. Parce que dans ce projet, la peculiarité très importante est qu'il ne s'agit pas d'un projet que c'est moi, de CNR, avec les autorités locales que nous faisons ça. Mais on a beaucoup d'institutions locaux qui ont décidé de participer. Alors il s'agit d'un projet qui est parti du haut et une partie aussi d'en bas, de la population. Et toute la base de données a été remplie en bas. Et à nous, on a fait la validation des données. C'est un projet dans lequel l'identité collective de la société a eu l'expression maxime. Ici, on a l'interface de ce qui est le WebGIS, ce n'est pas un WebGIS à vrai dire, qui on peut voir sur ordinateur, mais aussi sur smartphone et tablette. On a une typologie de map. À gauche, on a l'organisation des données.
On a différentes typologies de maps. Ceci est une map qu'on utilise beaucoup chez nous. Après, on a BIM. Et on a BIM avec le groupe de niveau. Alors, celui-là qui va l'utiliser pour utiliser la map qu'il préfère. Après, on a beaucoup d'informations. On a les événements, ce qui est touristique, le territoire et la nature. Et on a les lacs, les géosites, les biotopes, etc. On peut cliquer sur le point et s'ouvre la fiche. S'ouvre la fiche avec la description, avec le link s'il y a d'autres links, avec l'ubication et l'auteur. L'auteur qui a fait ça, c'est Chiara Fontanive, c'est un citoyen de la vallée. On continue. Oui, oui. On a autre chose. Et après, on a les parcours. Et après, on a les panoramas. On va parler de biens immatériels. On a les personnages historiques. On a les légendes. On a aussi les traditions. Et après, on a tout ce qui regarde le tourisme, les hôtels, les B&B, les restaurants, etc. avec les informations pour la prénotation et l'office de tourisme. Et je montre seulement une chose. Après, on a le 3D, dans lequel on peut ajouter des informations avec des maps, etc., qui est très utile pour les administrateurs. Pour voir les toponymes, c'est la même chose, voir sur le 3D, ça. Je vais tranquillement, parce que j'ai l'ordre de montrer une autre chose. Non, une chose. Aussi, on a un parcours avec les mines. On a aussi un autre parcours très intéressant. Ici, on a pu trouver l'homme de Monteval. Il s'agit d'une sépulture mésolithique. Et après, on va au musée à le visiter, où il a aussi les pattes, les signes de pattes de dinosaure. Mais après, on a les cages touristiques, le concept de cage touristique, qui, pour présenter les données, dans lesquelles on a les parcours, toute la base de données, avec les parcours, les musées, les églises, les lieux qui sont intéressants pour la culture, pour la nature, etc. Le ciel, parce que aussi chez vous, le ciel est très important, les légendes, etc. L'ordre, j'ai un ordre à part de Nabil, de montrer ça. Ici, nous sommes ici, au moment, et voilà. Ceci, c'est la zone où on a travaillé dans ces 5 années. Il s'agit de tous les oasis, parce qu'on est en train de faire la cartographie des oasis et de faire une map de multidisciplinarité, des caractéristiques des oasis, dans laquelle on va considérer soit les données de la géomorphologie, de la géologie, les caractéristiques du sol, les caractéristiques de l'oasis, si ancienne, moderne et d'autres typologies de caractéristiques. Et on va mettre la culture, on va mettre les caractéristiques de l'eau et des méthodologies pour arroser l'oasis. Et on va individuer des niveaux de multiplicité. Et nous avons l'intention de créer, c'est le schéma, avec ça, un projet avec un WebGIS pour communiquer au monde entier quelles sont les caractéristiques des oasis. Moi, j'ai un rêve, celui-là de mettre derrière la boîte des dates un vous, quelque chose, point, dans lequel tous les Italiens, tous les Européens, le jour de Noël, mangent les dates. Je sais, je suis italienne, je sais. Et on va voir ça, et on va voir quels sont les paysages et quels sont les oasis dont il y a. Merci, Madame Barbara.